J'aimerais commencer par un sondage. Qui considère que les médias sont plutôt positifs? Bon, c'est sympa. Il y en a un qui est sympa quand même. Qui considère que l'actualité est plutôt anxiogène et négative? Bon, on pourrait presque dire 90%. Alors effectivement, on se lève le matin, il fait beau, tout va bien, etc. On allume la radio et là, en 5 minutes, waouh, on a pris tous les drames du monde sur la tête, sur les épaules. Et là, qu'est-ce qu'on ressent en fait? On ressent, alors il n'y a pas la presse, mais on ressent un grand sentiment d'impuissance. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire face à tout ça? J'ai pas les épaules assez lourdes pour porter toute la misère du monde. Et donc, au bout d'un moment, on finit par se dire, mais de toute façon, je ne peux rien faire, et donc on ne fait rien. C'est un peu comme les enfants. Un enfant à qui vous expliquez qu'il est nul, il finit par s'auto-persuader qu'il est nul, et il finit par plus travailler à l'école, et effectivement, il devient nul. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Je ne sais pas si ça marche. C'est vrai dans l'autre sens. Une histoire, c'est une enseignante qui me racontait qu'un jour, elle a eu la visite de parents d'élèves assez inquiets parce qu'ils avaient une fille qui ne marchait pas très bien en classe, qui n'était pas bien dans sa peau. Sauf que la prof a confondu l'élève avec une autre qui plutôt allait bien. Et donc, elle raconte aux parents, mais votre fille, ça se passe bien, ne vous inquiétez pas, elle est formidable. Moi, je trouve qu'elle a un bel avenir, tout se passe bien. Alors, elle s'est rendue compte après qu'elle avait fait une boulette, mais les parents ont quand même raconté cette histoire à leur fille. Et le lendemain, la fille, en classe, a commencé à participer, à se sentir plus à l'aise. Et à la fin de l'année, elle est devenue exactement comme l'autre élève qui marchait bien. Alors, avec 2 amis, on en avait effectivement un peu assez d'entendre que des catastrophes dans les médias, et on s'est dit, et si on allait découvrir le monde avec nos propres yeux? Aller voir les hommes et les femmes qui retroussent leurs manches pour faire avancer le monde, les entrepreneurs sociaux. Et donc on est parti faire un tour du monde de l'espérance. Alors on n'avait pas d'argent, donc on est allé voir des sponsors. On est allé voir Carrefour, parce qu'avec Carrefour, je positive. Et puis on n'avait pas de moyens de locomotion, donc on a acheté une vieille 104 pourrie à 500 €, qui n'était pas en très bon état. Et on était 3 garçons, 3 copains, on s'est dit, bon, il nous faut quand même une fille dans l'équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune fille qui a voulu venir avec nous. Et donc, on a appelé la voiture Cindy, comme Cindy Crawford, en se disant, bon, c'est toujours mieux que rien. Et voilà, on part, on quitte le périph', tout content, 1 an d'aventure, et Cindy tombe en panne à Blois, à 100 km de Paris. Donc, en termes d'espérance, c'était plutôt mal parti. Et puis, comme on nous a dit qu'il fallait prendre soin des femmes, on l'a bichonné, on l'a emmené chez un garagiste, qui lui a refait un nouveau radiateur pour pas qu'elle ait froid, ou plutôt qu'elle n'ait pas trop chaud. Et elle nous a menés jusqu'au Niger, où là, on l'a vendue en pièces détachées. On n'était pas très fidèles, mais comme elle avait fait plusieurs tonneaux quand même. Et ensuite, l'Amérique du Sud en bus, l'Asie en train, l'Europe de l'Est en Trabant. Alors, je sais pas, vous voyez ce que c'est, les Trabants? Les Trabants, c'est les voitures de l'Est. En fait, il n'y avait que ça. On mettait 3 ans avant de l'avoir, mais c'est des voitures en plastique avec un moteur de mobilette. Et donc, ça tombe en panne tous les 100 km. Donc, nous, on connaît tous les garagistes entre Bucarest et Paris. Quand il fait froid, c'est un peu compliqué. Et ils ont aussi des histoires belges sur les Trabants, en fait, dans les pays de l'Est. Pour vous donner une idée, quelle est l'option la plus utile sur une Trabant? C'est le digivrage arrière, ça permet de se chauffer les mains quand on la pousse. Alors, on a rencontré énormément de personnes passionnantes qui nous ont beaucoup touchés, que ce soit des entrepreneurs, des chiffonniers qui ont réussi à changer tout leur bidonville. Mais il y a une expérience qui, moi, m'a fasciné. C'est un type au Chili qui se disait « Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens dans les bidonvilles ?» Mais vraiment les aider de façon durable. Donner la soupe populaire, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui résout le problème. Et il se creusait la tête pendant des années, il a cherché, et un jour, il tombe sur un article du Monde, c'était dans la fin des années 80, un des tout premiers articles du Monde qui parle du microcrédit. Alors nous, on en a admirablement bien parlé. Ces banques des pauvres, un Bangladais, à l'autre bout du monde, qui avait inventé la première banque des pauvres, qui avait déjà 100 000 clients, qui remboursait à 98%, aujourd'hui il a 7 millions de clients. Mais ce type au Chili se dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il nous faut au Chili. On va dupliquer l'idée, on va lui voler son idée. Enfin, on va lui emprunter son idée.
Et il crée la première banque de microcrédit au Chili. Et de fil en aiguille, au bout de 30 ans, il y a à peu près 100 000 emplois qui ont été créés. Est-ce que vous imaginez ce qui serait passé si le journaliste n'avait jamais écrit l'article? Ces 100 000 emplois n'existeraient pas. Et le pire, c'est qu'il a peut-être passé 3 heures à recopier une dépêche AFP, ou peut-être une semaine sur le terrain, et en une semaine, il a changé la vie de 100 000 personnes. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est ce que j'ai appelé plus tard l'impact journalism. C'est-à-dire, les journalistes ont un impact quand ils dénoncent les problèmes, puisqu'ils doivent dénoncer les problèmes, ils doivent nous alerter sur ce qui ne va pas. C'est quand même les vigies de la démocratie, c'est le contre-pouvoir. Mais quand ils parlent aussi des solutions, là, ils nous donnent des pistes pour agir. Donc on est au courant des problèmes et on sait comment agir. Alors la question, s'ils ont de l'impact, pourquoi ils n'en parlent pas plus souvent de ces solutions? Alors c'est la question qu'on s'est posée avec des amis. On a créé une organisation qui s'appelle Reporters d'Espoir et on a fait une grande soirée avec 1200 leaders d'opinion, quasiment tous les journalistes, tous les leaders d'opinion journalistes, de Claire Chazal au patron des Échos, du Nouvel Obs, de Elle, etc. Et c'est l'ancien, à l'époque, le patron de Libération qui nous a donné la réponse. Pourquoi les médias ne parlent-ils pas plus souvent des solutions? Il dit parce que ça ne se vend pas. Il dit les gens, ça ne les intéresse pas qu'on parle des solutions. Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Nous, notre rôle de journaliste, c'est de porter la plume dans la plaie, comme le dit Albert Londres. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il se trouve qu'on avait écrit un livre après notre tour du monde qui s'était très bien vendu alors qu'on était inconnu. Donc, ça veut dire quand même que ça doit intéresser les gens. Et donc, j'étais convaincu que si, ça pouvait aussi faire vendre. Et donc, on est allé voir Libération, et là, on est tombé sur le numéro 2 de la rédaction qui, lui, pensait tout le contraire en disant « oui, moi, ça m'intéresse, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je vous propose même qu'on fasse ensemble un numéro de Libération dédié aux solutions. On va choisir un jour dans l'année. » Alors nous, on était super enthousiastes, c'était quand même... Et donc, il en parle à ses journalistes et qui lui disent « Mais écoutez, quand même, t'y penses pas, on va quand même pas faire un journal positif. On va pas quand même se mettre à repeindre la vie en rose comme si tout allait bien. » Et il leur dit « Mais non, c'est pas ça dont je vous parle. C'est pas les trains qui arrivent à l'heure, c'est les trains qui arrivent en avance. Ou toutes les solutions qui vont faire que demain, ils seront plus jamais en retard. Ça, c'est intéressant. » Et il lui dit « Écoute, nous, franchement, ça ne nous intéresse pas. » Et il dit « Bon, écoutez, très bien, on va faire ça un 26 décembre. Vous serez tous en vacances, donc on n'a pas besoin de vous. Et en plus, 26 décembre, c'est un des pires jours de l'année en termes de vente, donc on ne prend pas trop de risques, la régie ne nous en voudra pas. » Et donc, on a fait avec lui, en l'occurrence avec Patrick Busquet, qui était le directeur général que j'avais embauché à l'époque, et des pigistes. Et on a fait ce numéro ensemble, et ça a été la meilleure vente de l'année. Alors là, les journalistes sont revenus vers leur directeur de la rédaction en disant ouais, c'est vrai que c'était quand même intéressant, c'était des sujets qu'on ne connaissait pas. Apparemment, le public a apprécié. Donc nous, on est partants pour l'année prochaine, mais bon, cette fois-ci, il faudrait le faire sérieusement. Donc on va le faire nous-mêmes. Et là, on avait gagné. On avait gagné parce qu'ils se sont appropriés le projet. Et donc on n'avait plus qu'à leur suggérer des idées de sujets, éventuellement compléter quand ils n'avaient pas le temps de tout faire. Et ils ont fait comme ça 5 éditions en tout, qui ont toutes été des très bonnes ventes. Alors avec Spark News, qui est la nouvelle organisation que j'ai montée, qui a la même idée, plus internationale, on s'est dit on va faire la même chose, mais avec 20 journaux dans le monde, dans 20 pays. Donc un jour, le même jour, 20 journaux, 20 pays. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a commencé à aller voir ces patrons de presse, et tous sont très enthousiastes. Que ce soit le patron du Monde, alors ça nous aide un peu, parce que c'est l'ancien patron de Libération qui est devenu un des directeurs de la rédaction du Monde, donc il était déjà convaincu. Le Times of India, qui fait 4,5 millions d'exemplaires, le plus gros journal en anglais dans le monde. The Observer, le plus gros journal en Argentine, en Malaisie, etc. Alors, ce n'est pas encore fait, mais on est en train de le préparer et on est très, très enthousiaste. Il y a un problème quand même, et qui explique aussi pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des solutions. Ce n'est pas simplement parce qu'ils pensent que ça ne se vend pas, c'est aussi parce qu'ils ont du mal à trouver les sujets. Et les patrons de presse nous disent, mais c'est vrai que tous ces sujets-là dont vous parlez, ils sont en dessous de notre radar. Parce qu'ils n'ont pas d'attaché de presse pour faire la promotion, c'est des sujets qui ne font pas de bruit, qui sont discrets, qui avancent doucement. Et un peu comme le dit Gandhi, un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, un attentat, ça fait du bruit. Mais la forêt qui germe, on ne l'entend pas. Alors on s'est dit,
puisque les journalistes ont du mal à trouver des sujets, on peut peut-être les aider. Plutôt que de leur reprocher de ne pas parler des solutions, on a aussi un rôle à jouer, peut-être qu'on peut les aider. Et donc on s'est dit, on va faire une base de données mondiale de toutes les solutions qui existent. Alors plutôt sous forme de vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus facile à partager. Et donc on a créé une plateforme sur laquelle n'importe qui, vous, n'importe qui, peut mettre des vidéos de CNN, de YouTube, de Shamango, de TED, de Dailymotion, etc. Et comme ça, les journalistes viennent trouver des nouvelles idées. Alors certains sujets ont déjà été traités par les médias, mais c'est pas grave. Quand CNN a fait un sujet, TF1 peut faire aussi un sujet dessus. Voilà. Et donc au bout de 8 mois, on a plus de 1000 vidéos comme ça pour inspirer les journalistes. Alors on parle des journalistes, c'est bien, mais regretter que les médias parlent plus souvent des solutions, mais est-ce que nous on en parle ? Un jour, il y a une directrice d'école qui me racontait qu'un père de famille était venu la voir complètement désemparé parce que son fils était nul, il foutait rien en classe, etc. Il considérait que le monde était pourri et que de toute façon, à quoi ça servait de travailler ? Sans doute quelqu'un qui n'avait pas lu le livre d'Isaac Gates. Et là, la directrice d'école dit au père, mais monsieur, quand vous rentrez à la maison le soir chez vous, vous lui parlez de quoi, votre fils ? Et là, le père de famille, tout d'un coup, a pris conscience qu'effectivement, il lui parle de ses problèmes de boulot, qu'il lui parle de son patron qui le harcèle, de ses collègues qui sont nuls, et de l'augmentation qui ne vient jamais. Et en fait, on parle des médias, mais on est tous des médias. On a tous la capacité à communiquer avec les autres. Et en plus, avec Facebook, moi, en un clic, je communique auprès de 1500 personnes. Et la plupart d'entre vous aussi. Et même si c'est 100 personnes, c'est déjà énorme. Et donc, on peut parler aussi de ces solutions. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. En fait, ce n'est pas vraiment un cadeau, parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait, que je vous refile. C'est quelques histoires parmi ces 1000 qu'on a repérées et que des journalistes ou des gens comme vous et moi ont mis sur le site. Premier exemple, c'est Mike Biddle. Mike Biddle, c'est un Américain et qui a constaté il y a 20 ans que 90% du plastique est enfoui ou brûlé, autrement dit, pas recyclé. Pourquoi ? Parce qu'autant le métal, on peut le séparer dans les décharges, on peut le séparer du reste avec des électroaimants, autant le plastique, on peut séparer le plastique du reste, mais quand on a 25 sortes de plastique différentes, on ne peut pas les faire fondre ensemble et faire un nouveau plastique. Il faut séparer chaque type, le PET, le poly, je ne sais pas quoi, etc. Et il n'y avait pas de technologie et tout le monde considérait que c'était impossible. Et lui s'est dit, mais moi j'ai envie de trouver une solution. Et pendant 20 ans, il a fait de la recherche et développement. Aujourd'hui, il a créé plusieurs usines, il a trouvé le brevet et il recycle 300 000 tonnes par an. Et je me demande, je crois même qu'il est très riche. Un autre exemple, il y a 1 milliard de personnes qui ont besoin de lunettes et qui n'ont pas les moyens de les acheter. Pourquoi ? Parce que c'est tous les gens qui sont dans les petits villages au fin fond du monde et qui n'ont pas d'opticien, d'ophtalmo pour calculer la focale, la correction de leurs yeux et leur faire des lunettes sur mesure. Alors il y a un Hollandais qui a eu une idée, enfin même qui a retrouvé une idée qui était dans le domaine public, un brevet qui était dans le domaine public, des lunettes universelles. C'est-à-dire que la même paire de lunettes convient à 90% des gens. Alors comment ça marche ? Vous avez deux verres l'un sur l'autre, et quand vous tournez la petite molette, ça fait glisser les verres et ça règle la focale. Alors ce qui est génial, c'est que non seulement ça convient à tout le monde, donc on n'a pas besoin d'ophtalmo, d'opticien, etc., mais en plus, si votre vue évolue, vous avez juste à ajuster les lunettes. Et donc les enfants peuvent aller à l'école, les parents peuvent travailler comme tout le monde. Et ils sont heureux. Entre l'Inde et le Pakistan, il y a un gros enjeu, c'est la guerre. Et là, il y a un des patrons du Times of India qui s'est dit, mais nous, en tant que média, un des plus grands médias du monde, on peut peut-être jouer un rôle. Et donc, il est allé voir son homologue pakistanais, du plus grand journal pakistanais, et il lui a dit, je te propose qu'on fasse une campagne où on parle de tout ce qu'on a en commun, toutes les bonnes raisons de faire la paix plutôt que de faire la guerre. Et donc, le journal pakistanais a fait toute une campagne où il a titré « Love India », et le Times of India a fait « Love Pakistan ». C'est un petit peu comme si le premier journal israélien titrait « Love Palestine », pour vous donner une idée. Et donc, ça a été un succès incroyable.
Avant, il n'y avait que 59% des Indiens qui étaient en faveur de la paix, et après, 74%. Ça veut dire que cette campagne a changé le point de vue de 150 millions de personnes. Le kitesurf, Arnaud nous en a parlé tout à l'heure. Il y a effectivement un garçon qui avait la même passion que lui, et son père lui disait, écoute, au lieu de faire du kitesurf, tu ferais mieux d'aller bosser. Et lui était impressionné par la puissance du kitesurf. Et il s'est dit, mais ça doit pouvoir servir à quelque chose. Et je ne sais pas si vous savez, mais 3% de la consommation de pétrole dans le monde est due au cargo. Alors lui, il s'est dit, on peut peut-être aider les cargos à consommer un peu moins de pétrole. Et après quelques années de recherche, il a inventé le kitesurf géant, qui fait réduire de 3 à 10% la consommation de pétrole pour les cargos. On connaît tous le problème du transport de l'eau pour des villageois qui sont souvent très loin. Là, un designer a eu l'idée toute simple de faire un jerrycan en forme de roue. On passe une corde et on peut faire rouler l'eau très facilement. Là, c'est des ingénieurs du MIT qui se sont dit, on parle des drones pour faire la guerre, on pourrait peut-être faire des drones pour aller livrer dans des lieux très reculés des médicaments à des endroits qui sont à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de distance. Là, c'est William, un garçon qui vivait dans un village africain où il n'y avait pas d'eau ni d'électricité à 50 km à la ronde. Et lui était dans une des familles les plus pauvres du village. Et un jour, il y a un touriste qui lui a donné un bouquin sur les éoliennes. Alors, il a feuilleté, il a regardé, il a trouvé ça passionnant. Il est allé sur la décharge à côté, il a récupéré des matériaux et il a fabriqué ses propres éoliennes à 13 ans. Et c'est le seul à 50 km à la ronde qui a l'eau et l'électricité. Et il était plutôt le pauvre du village, c'est devenu un héros. Il est même allé donner un TED aux États-Unis. Voilà, tous ces gens, moi ça m'intéressait de savoir qui connaissait ces histoires avant que je vous en parle. Ah, une personne, quand même. Et pourtant, moi, ces histoires, elles me donnent envie de croire en mes rêves. Je me dis, si eux ont réussi à réaliser leurs rêves, moi je peux réaliser mes rêves, et vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves. Et moi, ça me donne envie de croire en vos rêves. Le problème, c'est que la seule chose qui puisse empêcher nos rêves d'aboutir, c'est quoi? C'est la peur d'échouer. Et on a souvent peur d'échouer. Alors moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, n'ayons pas peur. Et pour terminer, mon souhait, c'est que demain, avant d'allumer la radio, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter la radio, hein, c'est important d'être au courant de ce qui se passe, mais avant d'écouter la radio, et si vous racontiez ces histoires que je vous ai partagées ce soir à vos enfants? Et si au bureau, au lieu de parler de la dernière grève ou de je ne sais pas quoi, vous parliez de tous ces gens qui ont réussi à relever des défis? Peut-être que d'ailleurs ça aiderait l'entreprise, ça pourrait l'inspirer. Et puis, une dernière chose. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois que vous verrez un article ou un reportage qu'un journaliste a rédigé ou a réalisé, qui apporte des solutions et qui vous donne envie de croire dans ce monde, je vous demande tout simplement de lui envoyer un mail et de lui dire merci.